Alors, on a fait le tour des questions qu'il y avait dans cette partie 1 de l'épreuve 2 de 2019 sur les polynômes d'Hermite. Mais on n'a pas fait le tour de toutes les questions classiques qu'on pourrait poser sur les polynômes d'Hermite et plus généralement sur les polynômes orthogonaux. On va essayer d'en regarder deux auxquelles on a échappé. Une question va porter sur l'entrelacement des racines, l'autre question sur ce qu'on appelle la quadrature de Gauss, qui est un grand classique. Alors, d'abord, faisons un petit résumé de ce qu'on a vu. On est sur l'espace des polynômes R de x. On y met un produit scalaire ici par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de p de t, q de t, exponentielle de moins t2 dt, qui va être une forme, évidemment, euclidienne. Et à partir de la base canonique des polynômes, on va avoir une base orthonormale par un procédé de Gram-Schmidt, parce que tout est basé sur le fait que ça, c'est bien défini positif. Bien. On obtient donc une famille de polynômes orthogonaux qui, ça va être unique à scalaire près, hein. Mais surtout, Hn. Là, les Hn qui étaient dans ce problème, ce sont les polynômes d'Hermite, qu'on peut retrouver sous d'autres avatars avec d'autres coefficients dominants, évidemment, hein. Mais là, Hn est de degré n, ça forme une base orthogonale de R de x. On avait montré que H'N est égal à moins 2n Hn-1. Le coefficient dominant de Hn, c'est moins 2, le tout puissance n. Et on avait vu la question quand même la moins élémentaire, c'était que Hn possède exactement n racines réelles, qu'on ordonne comme ça, qu'on va appeler alpha 1 n, avec un espèce d'indice supérieur comme ceci, jusqu'à alpha n, n. Donc Hn est scindé sur R, est scindé simple. Voilà. On veut montrer que maintenant, les racines sont entrelacées. C'est-à-dire qu'il y a un entrelacement entre les racines de Hn, d'accord, ici, et les racines ici de Hn-1. Voilà. Bon, c'est très simple à partir de ça, c'est finalement un théorème de Rolle. Donc, remarquez que d'après cette égalité, vous avez H'N, quand on l'applique aux racines de Hn-1, qui sont notées comme ça, hein, pour J allant de 1 à n-1, eh bien, d'après cette égalité, ça va faire 0. Voilà. Donc, quand on va faire le tableau de variation, donc là, on est dans le cas particulier où n est impair, et on fait pareil si n est pair. Regardez, si n est impair, eh bien, quel est le comportement en moins l'infini de H'N? Ben, H'N, ça va être moins 2n, donc il est du signe opposé à Hn-1. N-1, ben, il est pair, N-1 est pair, donc ici, c'est positif. Comme le degré est pair, on va avoir du plus l'infini, mais avec le moins, ça fait moins. Donc ici, vous avez un moins. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, le tout, c'est de voir qu'on a une alternance de signes. Mais bon, on est dans le cas n impair, et donc on a moins. Ici, on a 0, d'accord? Donc H'N s'annule ici. Il va avoir exactement n-1 racine distincte, d'accord? On a les 0, et donc on va avoir une alternance de signes ici, parce que voilà, c'est simple et simple. Donc maintenant, vous voyez que on va avoir des intervalles, n intervalles, et forcément, il y a pour Hn au plus un 0 dans chaque intervalle ici. Dans les n intervalles qu'il y a ici, hein, il va y avoir au plus un 0. Mais comme on sait que on a balayé de moins l'infini à plus l'infini et qu'il y a exactement n racines, eh bien, il y a exactement une racine par intervalle. Voilà. Donc ici, vous allez avoir une racine ici, une racine ici, une racine ici, etc., une racine ici, et vous avez les n racines. Et donc, vous voyez bien que vous avez un entrelacement des racines, hein. Vous allez avoir un alpha
n, strictement plus petit que alpha 1 n-1, strictement plus petit que alpha 2 n, etc., etc. Jusque-là, voilà. C'est l'entrelacement des racines, quelque chose qui va marcher très souvent avec les polynômes orthogonaux. Alors maintenant, une thématique plus intéressante, on va aller se promener du côté de la quadrature de Gauss. On va se promener un peu avec Gauss et ses idées pour calculer des aires. Donc l'idée de quadrature, c'est quoi? C'est comme pour la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'on va remplacer l'aire de quelque chose de courbe par l'aire de quelque chose qui est plutôt carré ou rectangle, d'accord? C'est ça une quadrature. Bon, et vraiment, vous allez voir, c'est intéressant parce que ça va vouloir dire que pour calculer une intégrale, il va, bon, avec certaines approximations, après, bien sûr, il y a toujours la mesure de l'erreur, mais il suffira d'évaluer. Intégrer, c'est évaluer. Bon, et admettre qu'on a fait des erreurs, évidemment, mais c'est quand même fort de café, quoi, hein, bon. Alors allons-y. Partons, donc je vais oublier un petit moment les polynômes d'Hermite, ils arriveront dans un deuxième temps. Maintenant, je vais partir juste de n réels, qui seront bientôt remplacés par les alphas, les racines des polynômes d'Hermite. On prend n réels distincts, ordonnés, comme ça, et je vais regarder Li, les polynômes interpolateurs de Lagrange associés. Donc c'est le produit pour j différent de i de x moins bêta j sur bêta i moins bêta j. De sorte à ce que Li de bêta j est égal à 0 si j est différent de i, et est égal à 1 si j égale i. Bon, donc là, rien de plus classique. Maintenant, je vais appeler Fi l'évaluation en bêta i. Donc c'est une application qui va... Donc je vais le regarder comme élément du dual de Rn-1 de x, d'accord? Et Fi de P, donc c'est P de bêta i pour P, un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1. Voilà. Alors, on sait ou on ne sait pas, mais c'est facile de voir que ça, c'est la base duale des Li. Alors, ce qui est intéressant tout de même dans cette histoire de base duale, c'est que la dualité est facile à prouver, parce que évaluer I, Fi en Lj, ben, on vient de voir que ça donnait delta Ij, le Kronecker. Et ça implique forcément que cette famille et cette famille sont des bases respectives du dual de Rn-1 de x et de Rn-1 de x. C'est très facile à montrer que c'est une partie libre et qu'il y a le bon nombre. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Dès que j'ai une forme linéaire sur Rn-1 de x, elle va se décomposer dans la base. Là, j'ai rien dit, il y a des coordonnées lambda j. Bon, maintenant, ce que j'affirme, c'est que quand j'applique la forme linéaire L à grand L indice I, donc le polynôme interpolateur de Lagrange, je vais avoir une somme des lambda j Fj de Li, mais ça c'est le Kronecker, d'après ce qu'on a vu, et donc ça fait lambda I. Donc ici, vous avez lambda I, qui est exactement L, petit l de Li. Donc ça, ce sont des formules assez classiques dans la dualité. Maintenant, on va choisir pour petit l la forme linéaire qui a un polynôme P de Rn-1 de x associe moins l'infini plus l'infini de P de t exponentielle de moins T2 dt. Dont on a vu dans l'épreuve que c'était bien défini, c'était la première question, donc tout va bien. Donc, on est en train de dire que L de P, c'est égal à une somme de J égale 1 à N, de lambda J P de bêta J, d'accord? Puisque ici, j'évalue en P, et Fj de P, c'est P de bêta J par définition. Voilà. Alors, regardez, oui, on est arrivé ici à l'idée de quadrature. C'est-à-dire que ici, on a une intégrale, on veut calculer, on veut mesurer une surface, on veut mesurer quelque chose, on a une mesure qui nous demande
des calculs savants quand même. Et là, on a finalement des rectangles, en quelque sorte, une somme de rectangles. Hein, d'accord? Avec ça, c'est une hauteur, et ça, on peut le voir comme une largeur. Donc attention, pour l'instant, on ne sait pas que lambda j est strictement positif. On le verra dans le cas des polynômes d'Hermite. Donc voilà un programme qui est merveilleux, mais il y a un hic. Le hic, c'est que on peut calculer une intégrale, mais finalement, cette intégrale, ici, on va la calculer pour des polynômes assez restreints. Hein. Il faut qu'on reste dans le cadre de Rn-1 de x. Vous allez me dire les lambda j, les lambda j, ça va être des nombres qu'on va trouver dans les abacs, en quelque sorte. Hein. Il suffit de les calculer. Hein. Il suffit de les calculer pour les LI. Et après, on a ça. Donc, voilà, en gros, pour l'instant, on a une méthode de quadrature qui est expliquée ici. À gauche, on a une intégrale. À droite, on a finalement des rectangles. Et donc, des multiplications, des choses faciles à calculer. Et on va essayer maintenant d'améliorer le processus, et c'est là où les polynômes orthogonaux entrent en scène. Alors maintenant, on va vraiment attaquer les polynômes d'Hermite avec les n racines distinctes. Maintenant, les LI, c'est les polynômes de Lagrange associés à ces racines. C'est-à-dire que LI de alpha j égale delta ij. Bon. On a toujours la forme linéaire L, petit l, hein, qui est définie. Alors on va la définir maintenant sur R de x en général, hein, parce que ça peut être défini sur R de x. Donc L de P, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de P de T exponentielle de moins T2 dt. Et on a vu, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, L de P, en appliquant tout simplement pour ces racines-là particulières, L de P est égal à la somme de j égale 1 à n de lambda j, P de alpha j, où lambda j, ça va être des poids, hein, ça va être les petits l de grand L indice j. Voilà. Donc c'est la méthode de quadrature de Gauss, mais dont on se désolait qu'elle était valable dans quelque chose de très restreint, c'est-à-dire il faut prendre P dans Rn-1 de x. Eh bien, la bonne nouvelle, voilà le théorème, c'est que cette formule est valable pour P dans R 2n-1 de x. Donc elle dédouble son champ de validation. C'est énorme. Hein, c'est vraiment énorme. Et c'est là la grande force de ces endroits. C'est-à-dire que pour trouver une intégrale, en gros, on va devoir évaluer. Donc intégrer, c'est évaluer, avec une erreur évidemment, hein, je suis d'accord, en général. Mais ici, on n'évalue pas n'importe où. La courbe a ses chakras, en quelque sorte, hein, des endroits particuliers sur lesquels Dr Gauss il sait prendre la température et calculer l'intégrale. Extraordinaire. Bon, eh bien, allons-y pour la preuve. Donc, extension du domaine de validité de la formule, hein, ça c'est énorme. Et puis ensuite, on prendra P, une fonction continue, et puis voilà, super compacte quand même, pour qu'elle se rapproche d'un polynôme, et on voit bien que ça va bien marcher. Alors, ici, vous prenez P dans Rn-1 de x, on a vu que cette formule était valable, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, on prend P quelconque, mais de degré inférieur ou égal à 2n-1. Donc on effectue la division euclidienne de P par Hn, donc on va avoir un quotient Q, qui est de degré inférieur ou égal à n-1, puisque là c'est 2n-1 et là c'est degré n, et R qui est de degré inférieur à n-1, puisque là c'est degré n. Donc maintenant, j'écris L de P. L de P c'est une intégrale, ici, là c'est une intégrale, et là c'est une intégrale. L'intégrale ici c'est L de R, évidemment, et là, l'intégrale qu'on va avoir ici, d'après la définition de L de P, ça va être exactement le produit scalaire HNQ. Comme c'est le produit scalaire HNQ, ça fait 0. Pourquoi? Parce que Q, il est dans Rn-1 de x, donc il se décompose dans la base des HI de 0 à n-1, qui sont tous orthogonaux à Hn. Donc ici, on a 0, et là, on a L de R. Et L de R, on est dans le domaine de validité de la formule,
puisque R est de degré inférieur ou égal à n-1, donc on peut appliquer la formule. Mais R de alpha j, d'après la division euclidienne, et le fait que les alpha i sont racines des Hn, ben c'est aussi P de alpha j. Donc vous voyez que L de P égale ça, donc on a encore la même formule. Voilà, ça c'est magnifique. Alors maintenant, vous avez dit que c'est possible, dans ce cadre-là, de montrer que les lambda sont positifs, c'est ce qu'on appelle des poids. Donc lambda j, pourquoi c'est strictement positif? Ben, il suffit de prendre, pour P, alors c'est une belle astuce, Lj au carré. Parce que maintenant, Lj, comme c'est de degré n-1, d'accord, c'est le nombre de racines moins 1, par 2 points passe une droite, par 3 points passe une parabole, on enlève toujours 1, et on a vu dans les Lj que dans la définition de Lj que c'était de degré n-1, mais c'est bien de le voir comme ça avec le fait que par 2 points passe une droite, moi ça m'interpelle. Eh bien, Lj carré va être de degré, bah quoi, 2n moins 2. Voilà. Donc, on est dans le domaine de validité de la formule. Maintenant, quand je vais appliquer petit l à Li carré, je vais avoir Li carré de alpha j, mais comme Li de alpha j, c'est 0 ou 1, le carré c'est 0 ou 1 aussi, pareil, c'est exactement la même chose. Donc on va avoir petit l de grand Li carré égale lambda i. Ce qui va faire que lambda i, ce sera l'intégrale de Li carré, exponentielle de moins t de dt, donc une intégrale d'une fonction non nulle et positive. Donc c'est quelque chose de strictement positif. Et donc lambda j est strictement positif, c'est vraiment très très joli. Voilà, donc maintenant l'idée c'est de partir d'une fonction f continue. On va supposer qu'elle est un support compact, ici un support dans l'intervalle AB, parce que quand même on a un problème ici entre moins l'infini et plus l'infini si on veut appliquer le théorème de Weierstrass. On se donne epsilon positif. On va trouver d'après le théorème de Weierstrass un polynôme P qui va approximer à epsilon près f, et on va supposer que P est de degré n, d'accord? Donc ça c'est le théorème de Weierstrass. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est ça l'idée de Gauss, c'est d'approximer l'intégrale qu'on veut calculer ici, parce que bon, on a un certain nombre d'intégrales à calculer pour des fonctions, on a une mesure à densité, et il faut calculer ces intégrales-là. Eh bien, intégrer, c'est évaluer. Donc ça, c'est vraiment très fort. Alors, on va utiliser pas n'importe quel élément, on va utiliser ici, pour cette mesure-là, on va utiliser les alpha i, qui sont les racines de Hn pour n, ici, le degré de ce polynôme-là qui a approximé f. Voilà. Alors évidemment, pourquoi c'est vrai? On s'en doute, parce que si on appelle ça L de f, L de f va ressembler à L de P, puisque P ressemble à f. L de P, d'après ce qu'on a vu, c'est égal à ça. D'accord? Pour P, ça marche. Et comme P ressemble à f, on peut remplacer ici en disant que ça va ressembler à la somme des lambda i f de alpha i. Voilà, tout simplement, c'est tout bête. Donc on va avoir une bonne approximation. Bon, je vous laisse regarder les détails, mais vous voyez que ça approxime bien, je pense que vous êtes convaincus que ça approxime bien les choses. Et donc, c'est pour ces alpha i-là que l'approximation va être la meilleure, parce qu'elle va avoir le plus grand domaine de validité possible. Entre parenthèses, donc regardez, si P est de degré 2n, on a tout de suite un contre-exemple que c'est pas égal, 2n-1 est optimal quand même, parce qu'il suffit de prendre Hn carré. D'accord. Alors L de Hn carré, c'est égal à Hn. Donc ça, c'est différent de 0 parce qu'on a une forme euclidienne. Et pourtant, la somme des lambda i Hn carré
de alpha i, ben, comme alpha i c'est racine de hn, ben, ça fait 0. Hein. Donc ici on a du non nul. Donc on voit tout de suite que c'est faux hein, dès qu'on sort du domaine de validité. Mais quand même, c'est une bonne approximation. Voilà. C'est la meilleure approximation possible. Et donc, Gauss a trouvé les chakras de la courbe. C'est ça qui est excellent. Alors, tout ça pour dire, ces choses-là, vous allez les trouver dans le livre, ben, je le conseille vraiment, hein, le livre de Michel Schatzman, Calcul numérique. Hein. Donc Michel Schatzman, qui était ma collègue à Lyon, qui était quelqu'un qui avait le talent d'expliquer avec une grande intelligence, une grande lucidité, une grande perspicacité le calcul numérique. Oui, donc je conseille aux gens hein, qui sont pas portés sur le calcul numérique comme j'étais quand j'étais en classe prépa, les gens qui sont plus portés vers des choses plus algébriques où les chemins de la connaissance sont plus éclairés, où il y a moins de calculs qui viennent nous embrouiller, etc., où on aime savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, etc. Donc je conseille fortement hein, le livre de Michel Schatzman, Calcul numérique, surtout hein, à ces gens qui n'aiment pas spécialement le calcul numérique, voilà, qui pensent que le calcul numérique c'est quelque chose justement qu'il y a le mot calcul et numérique et donc que c'est aux antipodes de la réflexion. Ben non, justement, le livre de Schatzman est vraiment, c'est un chemin de lumière, quoi. Ça parle à votre cœur et à votre cerveau. Voilà.